Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau dossier de la semaine. Je suis ravie de vous retrouver une fois de plus et particulièrement sur ce dossier qui permet d'ouvrir des portes vers un tout autre potentiel, potentiel qui est en chacun de nous, mais parfois que l'on exploite trop peu ou pas. Et donc aujourd'hui, on va traiter de la méthode Silva. Alors peut-être qu'elle parle à certains d'entre vous, peut-être pas, mais en tout cas, vous allez le comprendre rapidement. Elle est en lame de fond, en tout cas, de plein de techniques qui peuvent être utilisées aujourd'hui. Je n'en dis pas plus. Notre auteur, que j'ai grand plaisir de retrouver, de vous présenter aujourd'hui, va nous expliquer tout cela en détail. C'est une spécialiste de la méthode Silva. Il s'agit de Cynthia Domiati. Bonjour Cynthia. Bonjour Mathilde. Je suis ravie, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et voilà, vous êtes une spécialiste de la méthode Silva, vous allez nous le dire et vous allez nous expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit, qu'est-ce que cette méthode Silva, donc la méthode de José Silva, vous allez nous dire ça et nous ouvrir. Je le disais en introduction, nous ouvrir des portes parce que cette méthode, c'est réellement ça en fait. Elle ouvre des portes, elle permet d'ouvrir sur un potentiel tout autre qui est inexploité, que parfois on ne soupçonne même pas forcément. Et en fait, elle permet de poser un regard sur de nouvelles perspectives. Donc c'est un outil, je ne sais pas si on peut dire un outil, une technique, une méthode. C'est une méthode, mais c'est aussi un ensemble d'outils en fait. On a l'habitude de dire que c'est une boîte à outils composée de techniques qu'on va pouvoir utiliser dans sa vie au quotidien quand on en a besoin. Donc oui, on peut dire que ce sont des outils. Oui. Voilà, formidable, un ensemble d'outils, absolument. Que vous allez nous partager. Alors, en plus, vous nous faites ce très beau cadeau donc je sais que vous restez généralement à l'ensemble jusqu'à la fin des dossiers, mais là particulièrement à la fin de ce dossier, Cynthia, vous allez nous partager le premier outil. Vous allez nous en dire un peu plus. C'est le premier outil que l'on utilise lorsque l'on rentre dans une formation, en fait, dans un stage de méthode Silva. Donc, vous allez on va ouvrir une première porte. Il y a plein de portes. Vous allez nous permettre d'ouvrir cette première porte. Donc, c'est un formidable cadeau que vous nous proposez aujourd'hui. Donc, vraiment, restez jusqu'au bout de ce dossier. Vous allez découvrir, de nouveaux potentiels. Parce que cette méthode est extrêmement puissante. Alors, je le rappelle pour vous qui nous écoutez. Donc, Cynthia, vous êtes kinésiologue, vous êtes professionnelle de la petite enfance, spécialisée dans l'approche qui est centrée sur l'humain, Faber et Maslich. J'espère que je n'écorche pas le nom. C'est ça. Oui, c'est ça. Vous êtes spécialisée dans la méthode Silva et vous êtes diplômée depuis les années 2000, je crois. Donc, depuis deux années, oui, ça va faire 24 ans là que je suis diplômée Silva. J'ai découvert moi cette méthode un peu par hasard. Après, est-ce que le hasard existe vraiment? Mais disons que je suis partie en Angleterre pour travailler 2 semaines dans un organisme où on accueillait des ados français qui venaient apprendre l'anglais, se perfectionner. Et puis il y avait tout un programme dans la journée. Le matin, ils prenaient des cours d'anglais. L'après-midi, on faisait des visites culturelles et un soir, on est parti au bowling, on a fait une partie de bowling et là, bim, je tombe, je fais une chute. Et en rentrant dans la famille qui m'a accueillie, la famille anglaise, je rentre avec ma collègue animatrice également et je me plains d'avoir très mal au dos. Donc, j'ai mal en bas du dos et puis, me voyant souffrir, elle me dit « mais si tu veux, je peux t'aider, allonge-toi et je vais faire quelque chose ». Donc, je m'allonge et puis là, elle met sa main au niveau de ma douleur et je sens une chaleur. Et ensuite, quelques minutes après, un soulagement, vraiment un soulagement de cette douleur. Et là, je lui dis, waouh, mais en fait, tu as un don. Et elle me dit, non, j'ai pas de don. En fait, c'est une technique que j'ai apprise dans un stage. Ça s'appelle la méthode Silva. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert. Quand je suis rentrée en France, je me suis documentée et j'ai suivi un premier stage de méthode Silva. Et là, vraiment, ça m'a plu énormément parce que, en fait, je retrouvais dans ce stage tout ce que j'avais pu lire auparavant. À l'époque, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui est psychologie, développement personnel, donc j'étais vraiment le nez dans les bouquins. Et là, la méthode Silva, ça m'a permis de passer à la pratique. À un moment donné, on a besoin de poser les livres, même si les livres, c'est une mine d'informations. Mais à un moment donné, il faut juste poser les livres, puis fermer les yeux et puis pratiquer pour pouvoir avoir des résultats en fait dans sa vie, quoi. Donc,
Voilà. Après, je n'ai pas cessé d'en parler autour de moi, mes amis, ma famille. J'étais vraiment très, très enthousiaste. Ah bah il y a de quoi. Il y a de quoi, surtout que là, alors moi je trouve cette histoire absolument fabuleuse et ça vous montre tout le potentiel de cette méthode Silva, parce que là, quand vous nous racontez cette anecdote, ça nous fait penser à de l'énergétique, en fait, du magnétisme. On avait eu un dossier hyper intéressant avec Richard, qui était venu nous parler voilà, du magnétisme et de comment imposer ses mains. Mais là, c'est encore autre chose. On est sur voilà, c'est la méthode Silva. Donc, c'est une des techniques. Voilà. Une des techniques de la méthode Silva. Donc, vous voyez à quel point c'est extrêmement large et extrêmement varié. Déjà, ça me donne envie d'aller plus loin à l'intérieur. Alors, pour bien comprendre, voilà, d'où elle vient et comprendre qu'elle est en lame de fond de plein d'autres techniques. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'origine, de comment cette méthode Silva, d'où vient-elle en fait, cette méthode Silva? Mais en fait, elle porte le nom de celui qui l'a inventé, José Silva, qui était un ingénieur en électronique. Il est né en 1914, en fait, dans une famille très, très pauvre à Laredo, qui est une ville au sud des États-Unis. Il est d'origine mexicaine, en fait. Il était d'origine mexicaine. Il a grandi dans une famille très, très pauvre. Il n'est jamais allé à l'école. Et ça, c'est super important. Tout ce qu'il a appris, jusqu'à ses études supérieures, il l'a appris en total autodidacte, en fait. Ensuite, il a monté des entreprises, il a déposé plusieurs brevets, enfin tout ça pour vous dire qu'il avait plutôt un mental qui fonctionnait bien. Et puis, quand est arrivée la Seconde Guerre mondiale, en fait, il a été enrôlé dans l'armée. Et comme il était électronicien, il a travaillé au service des transmissions. Et là, il a fait la rencontre d'un psychiatre en particulier, avec qui il a eu beaucoup d'échanges par rapport aux facultés de notre esprit, de notre mental. Et quand il est rentré chez lui ensuite, eh bien, il est revenu avec ce questionnement. Il s'est dit, est-ce que le cerveau humain, à la naissance, est-ce qu'il est précablé? Est-ce qu'on a une intelligence une fois pour toutes? Ou est-ce qu'avec des techniques, on peut travailler sur notre mental, sur notre cerveau, notre esprit pour évoluer? Est-ce qu'on peut améliorer l'intelligence d'un individu, améliorer le QI d'une personne? Voilà. Et donc, tout ce questionnement a fait qu'il a beaucoup étudié. Il a étudié tout ce qui pouvait lui apporter des informations, en fait, sur l'esprit humain. Donc, les grandes religions, la méditation transcendantale, le yoga, l'hypnose, etc. Et comme c'était un homme pragmatique, au bout d'un moment, il a posé les bouquins et il s'est dit, je vais expérimenter. Et la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a expérimenté sur ses propres enfants. Donc, ses enfants avaient en fait de très mauvais résultats à l'école. Ils n'y arrivaient pas, c'était comme ça. Il s'est dit, je vais les mettre sous hypnose, leur faire apprendre leurs leçons et on va voir. Et en effet, ça a marché. Les enfants apprenaient mieux, ils avaient de meilleurs résultats. Le hic, c'est qu'il avait 10 enfants. Et donc, quand on met des personnes sous hypnose, la personne sous hypnose a besoin d'une tierce personne pour la guider. Donc, il s'est dit, moi, je vais développer un système où les enfants vont pouvoir s'entraîner tout seuls, en fait, à se mettre dans un état de conscience intérieure et à eux-mêmes travailler avec leur mental. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et à ce moment-là, évidemment, ça s'est remarqué que les enfants, ils amélioraient leurs résultats à l'école. Donc, on parlait des petits Silva, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et donc, comme ça s'est su, l'entourage aussi, les voisins, les copains d'école, les familles disaient, est-ce que vous pourriez aider mon enfant? Ils disaient ça à José Silva. Et José Silva était très généreux. Donc, il a commencé à aider les autres enfants et même les parents de ses enfants. Donc, voilà, toute sa communauté. Et ce qu'il a remarqué aussi, c'est que non seulement les personnes ont pu améliorer leur faculté mentale cognitive, apprendre mieux retenir, etc. Mais ces personnes pouvaient développer aussi leur confiance en eux et aussi leur intuition. Et ça l'a interpellé. Il s'est dit, waouh, il a eu des preuves comme quoi, en entraînant les facultés mentales, on pouvait développer comme ça sa clairvoyance, son intuition. Donc ensuite, il est entré en contact avec un professeur de l'université de Duke aux États-Unis, professeur Rhine. Et lui, c'était un spécialiste des études sur la télépathie, sur les perceptions extrasensorielles. Et selon ce professeur Rhine, en fait, lui, il est arrivé à la conclusion que certaines personnes avaient un don de clairvoyance et d'autres non. Et José Silva n'était pas du tout d'accord avec cette idée, puisqu'il s'est dit, s'il y a un être humain qui est capable de faire quelque chose, potentiellement, tous les êtres humains pourraient en être capables. Certains avec un peu d'entraînement, d'autres un peu plus d'entraînement, voilà.
Et donc là, il a commencé à s'entourer de toute une équipe de scientifiques. José Silva a créé une équipe de biologistes, médecins, psychologues, etc. Et ils ont mené des recherches pendant 22 ans, en fait, pour mettre au point des exercices qui puissent en fait fonctionner sur tout le monde. Qu'on ait fait beaucoup d'études ou pas d'études, peu importe l'âge qu'on a, voilà, ça marche, peu importe qui on est en fait. Et c'est en 1966 qu'il a animé son premier stage en fait de la méthode Silva. Et ça a été tellement apprécié que très vite on lui a redemandé un autre stage et un autre stage. Il a dû former des instructeurs et la méthode Silva s'est d'abord répandue aux États-Unis et puis plus tard dans le monde entier. Et aujourd'hui, la méthode, donc, elle a presque 60 ans et elle est enseignée dans une centaine de pays par environ 1000 instructeurs. Ah oui. L'histoire est merveilleuse et en vous écoutant, déjà on se rend compte que vous avez parlé de concentration, vous avez parlé de mieux apprendre, mieux retenir en fait, donc amélioration du potentiel intellectuel, en tout cas faire des liens, donc meilleur apprentissage. Vous avez parlé d'intuition, vous avez parlé de créativité. En parlant de votre propre expérience, il y a cette partie un peu énergétique, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas d'action sur la douleur. Enfin, déjà en quelques minutes, on voit et on va repartir en détail, on va rentrer en détail sur les différentes actions possibles. Mais déjà, on pressent tout le potentiel de cette méthode, et puis de voir que elle n'est pas sortie des livres, que c'est vraiment une méthode qui vient purement du terrain, purement de l'expérience. Et ça, c'est absolument merveilleux. Donc du coup, donc là on voit bien qu'il y a alors petite parenthèse, il y a des grands noms qui utilisent cette méthode. Alors vous allez nous en parler. Cette méthode, elle est peut-être plus ou moins connue en France. Voilà, peut-être que vous nous partagerez, hein, cher auditeur, lors du question-réponse, si vous la connaissiez ou pas. Mais de grands noms du développement personnel, médecins l'utilisent. Oui, tout à fait. En tout cas, oui, utiliser ou sont partis en fait de la méthode Silva pour développer leur propre technique, puisque dans les années fin des années 60, José Silva était vraiment un précurseur dans le domaine du développement personnel. Donc toute personne qui cherchait à en savoir davantage sur l'esprit humain allait tomber dans un stage de la méthode Silva. Donc il y a par exemple des personnes, des auteurs comme Wayne Dyer, comme Bruce Lipton, comme Shakti Gawain, comme Louise Hay. Et puis des médecins aussi, par exemple Carl Simonton, qui a suivi un stage et qui ensuite a fait sa propre méthode. Voilà, Carl Simonton était cancérologue en fait. Absolument. Donc voilà, ils ont pioché dedans, notamment la relaxation profonde, la visualisation créatrice, pour ensuite faire d'autres méthodes. Donc c'est vrai que la méthode Silva, ça a été la base pour beaucoup d'autres méthodes. Ça a existé bien avant la PNL, bien avant la sophrologie, par exemple. Voilà. Donc voilà, vous avez les noms qui viennent que Cynthia vient de nous partager. Enfin voilà, des grands noms du développement personnel. Enfin vraiment des avancées sur le potentiel du cerveau. Donc on voit vraiment que la méthode Silva est là à l'origine de tout cela. Alors précisément, en fait, José Silva, il nous apprend à mieux utiliser notre cerveau quelque part. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, du coup, le fonctionnement? Comment est-ce que ça se passe? Quel est le point de départ, en fait? Le point de départ. Alors, la méthode Silva, on dit que c'est une méthode de méditation dynamique ou bien de méditation active. Donc, pourquoi? Parce que d'abord, il y a le côté méditation, c'est parce qu'on apprend dans le stage à se relaxer profondément. Déjà, relaxer son corps complètement au niveau des muscles. Et quand le corps est complètement relâché, alors le mental se détend et on entre à des fréquences cérébrales alpha, qui sont des fréquences plus lentes que l'état d'éveil, en fait. Quand on est en état d'éveil, on gère beaucoup d'informations, on est dans des fréquences cérébrales bêta. Quand on commence à se relaxer, à fermer les yeux, on met en fait l'attention sur l'intérieur de nous-mêmes et on fonctionne donc à un niveau de conscience intérieur. Donc ça, c'est le côté méditation, mais ce n'est pas une fin en soi, c'est juste le démarrage, c'est juste un moyen en fait, parce qu'une fois qu'on est dans cet état de relaxation profonde, le côté dynamique, le côté actif, c'est qu'on est actif avec notre pensée. On apprend
en fait à faire de la visualisation créatrice, à se donner des suggestions, à programmer son mental pour réussir ce qu'on a besoin de réussir dans la vie. Voilà, et ça touche évidemment tous les domaines de la vie. Il y a des personnes qui viennent sur le stage parce qu'elles se trouvent trop stressées, elles ont besoin d'un système pour apprendre à se détendre. Il y en a d'autres, c'est parce qu'elles rencontrent des difficultés au travail. Il y en a d'autres, voilà, elles se sentent bloquées dans leur vie, elles ont besoin de dépasser certaines peurs. Voilà, c'est vraiment très très varié. Il y en a d'autres qui viennent pour la santé, pour améliorer leur santé. Voilà. Et en même temps, on n'a pas besoin d'avoir un problème pour découvrir la méthode Silva. Ça peut être tout à fait par curiosité, parce que finalement, on a tous un cerveau, on a tous un esprit, et on peut apprendre à mieux l'utiliser, quoi. Et oui, bien sûr, ça peut être la douleur comme on l'a évoqué, mais booster sa concentration en sachant qu'actuellement, avec toutes les stimulations qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, la télévision, les journaux, enfin toutes les stimulations qu'on a de toutes parts, le niveau de concentration diminue. Donc du coup, forcément, tout ce qui est lié à l'intuition, la créativité, généralement, ça peut être aussi en difficulté s'il n'y a pas un point de travail, un point de lumière en fait un peu là-dessus. Donc la méthode Silva joue aussi là-dessus. Donc on peut être en très bonne santé, mais voilà, mentalement, peu dans des phases de relaxation comme vous le dites, et qui empêche un peu, qui bloque cette partie-là de concentration, d'intuition. Donc vous parlez d'ondes alpha. Donc les ondes alpha, c'est vraiment les premières ondes quand on s'endort. Mais précisément là, alors vous nous le dites comme ça, les ondes alpha, et on apprend à visualiser en ondes alpha. C'est hyper difficile de rester en mode alpha, parce que le mode alpha, on le traverse. Exactement. C'est une fréquence cérébrale qui est naturelle, puisqu'on traverse alpha quand on s'endort, ou bien quand on se réveille le matin, les fréquences sont encore assez lentes. Donc alpha, c'est une fréquence cérébrale qui est naturelle, et c'est très facile d'entrer au niveau alpha parce qu'il suffit de fermer les yeux pour que le cerveau commence à produire des ondes alpha. Ce qui est difficile, en effet, c'est de maintenir ce niveau aussi longtemps qu'on en a besoin pour fonctionner avec notre esprit. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Quand on ferme les yeux, soit on a plein d'idées dans la tête, et puis on va penser à qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, et demain on fait tel rendez-vous, et on va aller d'une pensée à une autre, et en fait on n'est pas en alpha, on n'est pas en train de se concentrer. D'accord? Soit on ferme les yeux, on est en alpha, et on est tellement fatigué que pouf, on va s'endormir. Et là, quand on dort, on ne travaille pas avec notre esprit. Donc, c'est pour ça que dans le stage, il y a énormément d'exercices qui sont très structurés pour que n'importe qui puisse arriver à se concentrer de plus en plus. Parfois, lors des premiers exercices, les personnes ont la sensation de presque s'endormir parce que c'est comme si ma voix était loin, 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 parce qu'ils sont profondément détendus, mais presque au bord du sommeil. Et puis, quand je les fais revenir en comptant de 1 à 5, hop, tout le monde ouvre les yeux parce qu'ils ne sont pas vraiment endormis, mais ils sont partis très loin et ils sont moins concentrés que ce qu'ils devraient être sur ma voix. Mais au fil des exercices, au fil du stage, plus on fait des exercices, et bien, c'est un entraînement en fait, comme tout, et plus les personnes sont attentives, concentrées et ne perdent plus le fil de ce que je suis en train de dire. Donc, c'est vraiment un entraînement. Et les exercices du stage sont structurés de telle sorte qu'on va impliquer nos 2 hémisphères cérébraux, ça va être structuré pour que les personnes apprennent à entrer dans ce niveau et à pouvoir s'y maintenir. Quelle est la différence? Parce qu'après, je crois que vous aviez un schéma à nous partager, peut-être pour que ce soit plus visuel et que chacun se rende bien compte. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, parce que précisément, vous nous parlez d'hypnose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les points de différence entre tout ce qui est l'hypnose, hypnose, auto-hypnose, tout ce qu'on peut entendre, parce que là, vous parlez de visualisation. Donc, effectivement, la visualisation, c'est un mot qui est très souvent utilisé. Tout ce qui est loi d'attraction, parce que il y a de ça aussi, travailler de l'intuition. La méthode Silva, elle est aussi pour gagner presque en compétence. Je sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais là-dessus aussi. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout cela? D'accord. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Je vais commencer peut-être par les ondes cérébrales. Donc, je vais vous parler du cerveau d'abord, et si vous voulez, je vais vous partager ensuite un schéma pour vous expliquer tout ça. Donc, je vais vous parler d'abord du cerveau. Dans le cerveau, on a des neurones, 100 milliards de neurones. Chacun de ces neurones peut faire jusqu'à 10 000 connexions avec d'autres neurones. Et en fait, le propre des neurones, c'est de faire circuler des informations. Donc, les neurones captent des informations qui arrivent soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. Si c'est des informations extérieures, ça va arriver par nos 5 sens.
quand il y a une information qui arrive, le neurone gère l'information et ensuite, pour le transmettre aux autres, il va y avoir une impulsion électrique et une décharge de neurotransmetteurs, de produits chimiques en fait, pour faire circuler l'information aux autres neurones pour qu'on puisse faire ce qu'on a besoin de faire. D'accord ? Donc, ces impulsions électriques, elles sont mesurables. En fait, notre cerveau produit de l'électricité. Et si on nous met des capteurs sur le crâne, on peut voir sur un électroencéphalogramme qu'il y a des courbes. Voilà. Donc, ces courbes-là, c'est ce qu'on appelle la fréquence cérébrale. C'est combien, on en parle soit en termes de hertz, soit en termes de cycles par seconde. Donc, s'il y a, par exemple, 7 impulsions électriques en 1 seconde, on va parler de 7 cycles par seconde. Voilà. Et si vous voulez bien, alors, ce que je voulais vous dire aussi avant de vous montrer le schéma, c'est que nos neurones réagissent à tout ce qui arrive de l'extérieur, mais aussi à toutes les informations qui arrivent de l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire nos émotions, nos pensées, nos images mentales. Voilà, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous va faire réagir nos neurones aussi. Par exemple, si ça vous est certainement arrivé, c'est la nuit et puis vous faites un cauchemar, c'est horrible et tout d'un coup dans la nuit vous ouvrez les yeux, vous vous réveillez, vous êtes dans votre lit et vous êtes en sueur, vous avez le cœur qui bat super vite. En fait, dans la réalité objective et matérielle, il ne s'est rien passé de spécial. C'est la nuit, tout est calme, silencieux, mais à l'intérieur de vous-même, il y a eu ce cauchemar, ces images très très fortes qui ont fait réagir vos neurones et qui vous ont fait réagir physiquement aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre que les neurones réagissent à toutes les informations de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et donc, c'est important de prendre soin de nos images mentales, de maîtriser nos pensées, voilà, de prendre soin de ça, quoi. Je vais peut-être poursuivre avec le schéma, du coup. Oui. Peut-être qu'après le schéma, ça sera plus simple de bien différencier les différentes techniques qu'il peut y avoir. Mais voilà, ce schéma, il est très, très intéressant. Donc, volontiers. Ok. Bien comprendre ce qui se passe parce que voilà, visuellement, toujours, on se rend mieux compte de voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, je vais nous baisser un petit peu. Voilà, est-ce que vous voyez ce schéma ? Très bien, on le voit très bien. Ok, donc en fait, ça c'est un schéma qui a été élaboré par José Silva. Il a repris ce que la science connaissait sur les ondes cérébrales, sur les fréquences cérébrales, et il a mis ce schéma en couleur. Et donc je vous propose de vous l'expliquer maintenant. Donc ça s'appelle l'échelle de l'évolution cérébrale. Pourquoi ? L'évolution du cerveau en fait. À la naissance, un bébé, son cerveau n'est pas encore très développé, il n'y a pas beaucoup de connexions entre les neurones et les ondes cérébrales sont assez lentes en fait. Elles sont entre un demi-cycle et 4 cycles par seconde. On dit que les fréquences cérébrales sont en prédominance delta. Le bébé, jusqu'à l'âge de 4 ans, est en prédominance delta. Vous remarquerez aussi qu'il y a une correspondance en fait entre l'âge de l'être humain et les fréquences cérébrales. À partir de 4 ans, l'enfant va commencer à être en prédominance θ. Ça veut dire que ses ondes cérébrales s'accélèrent. Elles vont être entre 4 et 7 cycles par seconde. D'accord ? Donc, jusqu'à l'âge de 7 ans à peu près. Et puis, à l'âge de raison, 7 ans, jusqu'à l'adolescence, eh bien, les enfants sont en prédominance alpha. Alpha, c'est la fréquence qu'on apprend en fait à maintenir pour fonctionner avec notre esprit. C'est la fréquence que les enfants ont naturellement dans la journée et on sait que les enfants apprennent facilement, mémorisent facilement, ils ont beaucoup d'imagination. Voilà, ça c'est la fréquence alpha. Et puis après, à partir de à peu près l'âge de 14 ans et nous à l'âge adulte en fait, nos fréquences cérébrales sont plus rapides, on est dans des fréquences qui s'appellent bêta. Voilà, là il y a écrit 21, vous voyez, mais en fait, ces graduations peuvent monter encore au-delà. Quand on est très stressé ou paniqué, on peut monter bien, bien au-delà de 21. Mais ce qu'il y a, c'est que, alors, ce que vous voyez là, ces graduations, ce sont les cycles par seconde, d'accord ? C'est-à-dire la vitesse à laquelle vont nos fréquences cérébrales. Donc, c'est mesurable. Si on nous mettait des électrodes, on saurait à quelle fréquence va notre cerveau. Ce qui est ici sur le côté droit, ce n'est pas mesurable, mais c'est l'état de conscience dans lequel
dans lequel on se trouve. Donc, quand on est au niveau bêta, on est à un niveau de conscience extérieur, c'est le niveau de l'action, et on est relié au monde physique par nos 5 sens. Toutes les informations de l'extérieur vont venir s'enregistrer par nos 5 sens. Voilà. On est limité dans le temps et dans l'espace, ça veut dire que je ne peux pas aller tout de suite dans un autre pays, j'ai besoin de me déplacer, d'aller peut-être à l'aéroport, de prendre l'avion, etc. D'accord ? On est dans une limite matérielle, bien sûr. Ensuite, donc ça c'est bêta. Quand on est dans la vie de tous les jours, nous les adultes, on est au niveau bêta. Ensuite, dès qu'on va fermer les yeux, eh bien on va commencer à se relaxer, à produire des ondes cérébrales alpha. Donc, les fréquences vont ralentir et on va focaliser notre attention sur l'intérieur de nous-mêmes. Donc, on est à des niveaux conscients intérieurs. On est toujours réveillé, mais on est focalisé sur ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. C'est le meilleur niveau pour la pensée, d'accord ? Et on dit que c'est le monde spirituel parce que c'est le monde de l'esprit. Quand on est à un niveau de conscience intérieure, dans ce monde spirituel, il n'y a ni temps ni espace. Ça veut dire qu'en imagination, je peux me projeter n'importe où sur la planète, je peux me projeter dans mon enfance, dans le temps en fait, ou bien dans le futur, dans un projet, voilà, ni temps ni espace. Et puis vous voyez ces 3 lettres, PES, ça veut dire perception extrasensorielle, que José Silva a transformé, mais ça on le voit dans le stage. Mais à la base, ces 3 lettres, c'est justement le professeur Rhine de l'université de Duke qui a inventé ce terme de perception extrasensorielle. Ça veut dire que quand on ralentit nos fréquences cérébrales, on a accès comme ça à des informations, à de l'intuition, en fait, des informations qui n'arrivent pas de façon rationnelle par nos 5 sens. Donc ça, c'est le niveau alpha. Et vous voyez, donc c'est le meilleur niveau pour la pensée, mais il y a aussi écrit sommeil. Ça veut dire que quand on va s'endormir, on va traverser alpha. Et puis, si on continue de se relaxer et de s'endormir, on va ralentir encore nos fréquences cérébrales et aller jusqu'au niveau θ. Quand on est en θ, c'est le sommeil léger. C'est aussi, voilà, vous voyez la flèche ici, il y a écrit ces niveaux pour la chirurgie, les soins dentaires, l'accouchement sans douleur, etc. C'est le niveau de l'hypnose. Donc, quand on est en hypnose, on est aussi dans un niveau conscient intérieur. La différence, en fait, entre quand on est en θ ou quand on est en alpha, c'est qu'en θ, on est passif. Et quand on est sous hypnose, on est avec une autre personne, un hypnothérapeute qui va nous guider. Alors que quand on est en alpha, eh bien, on n'a pas besoin d'une autre personne pour nous guider parce qu'on peut soi-même se poser des questions, soi-même diriger sa pensée. C'est ce qui fait la différence, en fait. En alpha, on est actif avec notre pensée. Et donc, avec la méthode Silva, il n'y a pas de moment d'hypnose. On est avec tous les outils qui sont disponibles. La majeure partie ou tous sont en mode alpha. On est tout le temps actif. Alors, on est tout le temps actif. Il y a seulement un exercice qu'on programme au niveau θ. C'est l'exercice dont je vous parlais tout à l'heure pour enlever la sensation de douleur physiologique. Voilà. D'accord. Donc, c'est le seul exercice. Mais sinon, on est au niveau alpha puisqu'on a besoin, on se guide nous-mêmes en fait. On réfléchit nous-mêmes sur quel sujet on a envie de travailler, quels sont les problèmes qu'on va aborder, quelles sont les solutions qu'on va trouver, etc. Donc, on est actif et on est, oui, au niveau alpha. D'accord. Voilà. Et pour continuer l'explication, en fait, quand on s'endort, du coup, on traverse alpha, et puis ensuite θ, et puis delta, c'est le sommeil profond. Donc là, il y a écrit, vous voyez, c'est un niveau de conscience. En fait, on est inconscient. Inconscient, ça veut dire qu'on n'est plus en lien avec le monde extérieur. Ici, il y a un point d'interrogation, tout simplement parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là, quand on est inconscient, soit quand on dort, ou soit quand on est dans le coma, ou quand on a une anesthésie générale, on est au niveau delta. Mais ce qu'on sait par contre, c'est que toutes les informations de l'extérieur peuvent s'enregistrer dans le cerveau. Même si le cerveau ne peut pas émettre, il peut recevoir. Et c'est pour ça qu'on sait très bien depuis des années que quand on va voir une personne malade à l'hôpital qui est dans le coma, on va faire attention aux mots qu'on utilise. Parce que la personne peut quand même enregistrer en fait ce qu'elle entend. Voilà. Absolument. C'est très, très intéressant. Et puis là, on voit bien
les enfants qui ont une capacité d'apprentissage bien supérieure aux adultes en termes de temps et de capacité et de quantité. On a en tête là de nouveau le niveau d'onde. Donc ça, c'est intéressant aussi. Il est très bien ce schéma pour bien voilà, avoir en tête dans quel niveau de fréquence on doit se positionner pour être plus performant, au moins du point de vue de l'apprentissage. Déjà, du point de vue de l'apprentissage. Voilà, au niveau de l'apprentissage, de la mémorisation, la concentration, voilà. Et aussi la visualisation créatrice, elle se fait au niveau alpha, puisque c'est nous-mêmes qui nous guidons en fait dans notre pensée. La visualisation créatrice, parfaitement. Ça, c'est intéressant parce que c'est l'un des outils un peu phares de cette méthode-là, la visualisation créatrice, qui se différencie un peu d'autres méthodes, ou en tout cas d'autres méthodes qui découlent de cette technique-là. Mais voilà, la visualisation créatrice ou créative, vous dites créatrice, pour vraiment être. Donc là, on est dans l'action, donc en état alpha. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que c'est vraiment, je crois que c'est vraiment celle qu'on retrouve dans beaucoup de techniques et qui la différencie d'autres. Donc, vous parliez par exemple de l'hypnose où on est plutôt dans un état passif, où les informations rentrent aussi. Il y a une forme de reprogrammation, mais là, on s'auto-reprogramme quelque part. Donc, c'est apprendre à se relaxer, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi, et vous me dites ou vous complétez, bien sûr, hein, c'est apprendre à se relaxer dans son corps et dans son mental, en arrivant à se mettre dans ces ondes alpha et à y rester, et derrière à travailler, à faire un espèce de focus sur cette visualisation créatrice. Oui, il y a plusieurs exercices en fait dans la méthode Silva qui utilisent la visualisation. Mais la technique la plus connue, et qui est la plus utilisée certainement des diplômés Silva, c'est le miroir de l'esprit en fait. Ça, c'est une technique qui nous sert à sortir d'un problème pour aller vers des solutions. Voilà, on arrête d'être préoccupé par un problème et on va être occupé à un projet en fait. Déjà, vous voyez, le vocabulaire il change. Au lieu d'être préoccupé, je suis occupé. Au lieu d'avoir un problème, eh bien j'ai un projet. Voilà. Et donc, dans cette technique, c'est une technique vraiment très structurée où on apprend à d'abord voir ce qui nous convient pas dans notre vie sur tel sujet. Et puis, parce que toujours, quand on parle de pensée positive, etc., la vraie pensée positive ne va pas nier la réalité. On va pas dire, ben non, ça va, je vais bien. Au contraire, on va reconnaître ce qui ne va pas, ce qui ne nous convient pas, pourquoi ça ne nous convient pas, et après, eh bien, se laisser imaginer, se laisser rêver, ben, qu'est-ce que je veux à la place. Parce que parfois, les gens disent, ben, ça va pas bien, mais qu'est-ce que tu voudrais? Oh, je sais pas, mais ça, j'en veux plus, ça, j'en veux plus. Donc là, on apprend vraiment à se poser la question, et qu'est-ce que je voudrais? Ce serait quoi l'idéal pour moi, en fait? On apprend à se laisser rêver. Voilà, je rêve en grand et donc je vais obtenir grand. Et c'est là, en fait, qu'on peut parler de la loi d'attraction quelque part. On se met en résonance, en fait, oui, avec les événements, les bonnes personnes, voilà. Mais tout ça de manière contrôlée, de manière non subie, vraiment. Voilà, exactement, parce que souvent, on est habitué à se faire des films, mais souvent des films négatifs. Quand on est inquiet au sujet de n'importe quel sujet, on va se faire des films en 3D, en couleur, sur tout le négatif qui pourrait arriver. Mais en fait, là, c'est tout le contraire. Ce négatif-là, on peut y penser au départ et ensuite, on l'efface et on laisse place justement à ce qu'on veut à la place en positif, voilà, ce qu'on veut ressentir. Et c'est dans cette méthode, tout est structuré pour y arriver avec les bons ingrédients. Je peux pas spoiler non plus le stage. Il faudra venir au stage pour découvrir en détail. Mais ouais, c'est l'idée de voir un peu voilà tout le potentiel derrière. Et donc finalement, la loi d'attraction, elle dérive. C'est un outil qui peut être très intéressant, bien sûr, mais elle dérive finalement de la méthode Silva. C'est un des outils qui a été développé dans les outils de la méthode Silva, quelque part. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Ouais.
Bien sûr, juste pour rappeler un peu, parce que j'avais listé un peu tous les axes sur lesquels la méthode peut jouer par rapport à ces ondes alpha. Donc, bien sûr, je vous invite à chacun à vous rapprocher peut-être du site La Méthode Silva, où vous pourrez voir les différents stages qui sont proposés, les différents instructeurs. Il y en a partout en France. Cynthia, tu es l'instructeur du sud-ouest, non, je vais dire du sud-ouest, mais de Toulouse, donc autour de Toulouse. Région toulousaine, oui. On est à peu près une dizaine d'instructeurs sur la France entière. L'IPASCO est notre directrice pour la France. Elle anime des stages à Paris principalement. Et ensuite, on a des stages. Donc, les stages se déroulent soit en présentiel, soit à distance, maintenant depuis 2020. Moi, j'anime des stages pour les adultes et des stages pour les enfants. Les enfants, c'est de 7 à 13 ans et ça dure 2 jours. Et pour les adultes, c'est un stage en 4 jours. 4 jours, c'est la version originale du stage créé par José Silva parce qu'en fait, il y a 4 modules. Donc, ça fait 1 module par jour. Mais il existe aussi des stages en accéléré, en intensif de 3 jours. C'est exactement le même programme, sauf que les journées sont un peu plus longues. Ça peut être intéressant pour des personnes qui viennent de loin et qui vont se déplacer. Elles vont se déplacer que 3 jours au lieu de 2 week-ends. Parce que mes stages sur Toulouse, je les fais sur 2 week-ends. Et avant de faire le stage, je crois que là, parce que j'ai pas entendu, pardon. Non, je vous laisse continuer. D'accord. Avant de faire le stage, il y a un petit décalage, mais je vous laisse continuer. Avant de faire le stage, les personnes peuvent découvrir ce qu'est la méthode Silva lors d'une conférence de présentation. Donc, la première matinée de 9h à 12h30, on explique ce qu'est la méthode Silva, tout le programme, toutes les techniques, à quoi elles servent. On parle du stress, de la relaxation. On parle... un petit peu, oui. Voilà, on fait le premier exercice aussi que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, comme ça, à la fin de la matinée, les personnes sont vraiment informées et décident de rester ou pas. Il y a des personnes qui restent, d'autres qui sont venues juste pour découvrir et c'est OK, c'est vraiment fait pour ça. Ce qui est propre à la méthode Silva aussi, c'est que quand on a fait le stage une fois, on peut revenir à volonté n'importe où dans le monde en présentant sa carte de diplômé, puisqu'on est enregistré, on a un numéro. Et avec ce numéro, on peut revenir juste une journée ou refaire tout le stage pour réviser, pour se remettre dans un bain positif. Avant, pendant des décennies, on revenait gratuitement. Là, ça fait à peu près une douzaine d'années qu'on demande une somme modique à ceux qui reviennent de l'ordre de 10 € par jour pour pouvoir accueillir les nouveaux et les anciens et avoir de grandes salles pour accueillir tout le monde. Voilà. Après, on propose aussi, ce qui est propre aussi à la méthode. Oui. Non, j'allais dire juste pour finir, c'est que il y a aussi des instructeurs qui proposent, et moi j'en fais partie de ces instructeurs, qui proposent des réunions gratuites où on peut partager avec les autres diplômés Silva, pratiquer, échanger, se soutenir. Voilà, et ça c'est important aussi. C'est précisément de ça dont je voulais parler, donc c'est formidable que vous soyez allés au bout. Parce que 4 jours, c'est long, mais à la fois, c'est très, très court. On se dit, pour vraiment changer, donner un virage dans sa vie, c'est un joli stage, mais c'est vrai qu'on se dit 4 jours, est-ce que vraiment je vais tout connaître, tout savoir? Et donc, le fait de pouvoir revenir, on a les cartes en main. Après, bien sûr, c'est à nous de pratiquer. J'ai bien compris que le propre de la méthode Silva, c'est être acteur. C'est être actif. Donc, c'est en ça que le livre, ça peut être un premier support, mais l'idée, c'est quand même d'aller dans le concret, d'expérimenter. Et une fois qu'on a expérimenté une fois en groupe, en collectif, voilà, il faut continuer chez soi, il faut continuer comme de l'expérience, comme de l'entraînement. Ouais, mais le fait de pouvoir revenir avec lui. Pendant les 4 jours, en fait, il y a moitié pratique et moitié théorie. Moitié théorie, les personnes ont les yeux ouverts et je leur explique la technique, à quoi ça peut leur servir, je leur donne quelques exemples. Et ensuite, ils ferment les yeux et c'est là qu'ils vont intégrer la technique. Et là, ils pourront la pratiquer chez eux quand ils le souhaitent. Donc, ça veut dire que dès le premier soir, ils peuvent déjà pratiquer les quelques techniques qu'on a vues le premier jour. Donc, nous, on délivre pendant les 4 jours une boîte à outils où les personnes sont complètement autonomes de piocher dans cette boîte à outils et de pratiquer les techniques que les personnes souhaitent. Voilà. Et oui, je le rappelle, donc du coup, il y a des actions sur donc la gestion du stress, tout ce qui est l'attitude et comment est-ce que on peut poser son regard, on pose son regard sur différents sujets parce que encore une fois, c'est pas
ce qui nous arrive et qui est important. C'est la manière dont on réagit face à ce qui nous arrive. Donc là, voilà, ça permet aussi de mieux se positionner par rapport à cela. Il y a une action sur le sommeil, sur le réveil, les stimulus d'énergie. Arrive à se réveiller sans sonnerie, par exemple, pour recréer un rythme comme ça, un peu naturel, un peu synchronisé avec soi-même. Une action sur la douleur, sur les maux de tête, sur les rêves. Trouver des techniques pour trouver des issues positives par rapport aux rêves. Donc là aussi, essayer d'agir, d'interagir avec les rêves, améliorer sa capacité d'apprentissage, de concentration, se fixer et atteindre les buts. Donc là, ça rejoint un peu tout ce qui est loi d'attraction, même si, voilà, vous nous l'avez dit, elle découle la loi d'attraction de la méthode Silva. Une aide à la prise de décision, au contrôle du poids, là aussi, sur la manière de dominer le mécanisme de la tentation. Contrôle des dépendances et qui peut être lié parfois poids et dépendance avec les addictions, développer sa créativité, améliorer sa santé, la mémoire, l'intuition. Donc, on voit vraiment que les champs d'outils sont extrêmement variés et alors les outils sont différents, sont variés, mais l'idée c'est toujours de se maintenir malgré tout dans cette zone alpha de manière active. Et donc là, voilà, on l'a déjà dit, c'est facile à dire. Se maintenir en zone alpha de manière active, mais voilà, c'est bien plus facile de le dire que de concrètement le faire. Vous nous l'avez dit, on y passe, mais arriver à le traverser sans s'endormir ou sans être distrait par autre chose, un stimuli, la difficulté, elle est quand même, elle est là. Il y a parfois des personnes qui viennent et qui me disent « mais moi j'ai déjà essayé la méditation, ça marche pas, j'y arrive pas, je tiens pas en place » ou voilà. Mais là, c'est un stage qui est progressif en fait. C'est une méthode. Donc, une méthode, c'est un protocole où on avance pas à pas en fait. Une méthode, c'est comme une recette de cuisine. Vous savez, vous voulez faire un gâteau au chocolat, ben on vous dit prenez tant de grammes de farine, vous prenez du chocolat, etc. Et vous allez obtenir un résultat. Ben, une méthode, c'est ça. On vous dit d'abord, vous fermez les yeux, vous respirez, vous faites ceci, cela, et puis vous allez obtenir ce résultat. Donc, le deuxième exercice du stage, c'est l'exercice de base où les personnes apprennent par une série d'étapes progressives à entrer en alpha et à s'y maintenir. Ça dure un certain temps, voilà, parce que c'est l'exercice de base. Et puis ensuite, au fur et à mesure du stage et des exercices, ça va de plus en plus vite, si bien qu'à la fin du stage, en 30 secondes, on est à son niveau alpha et on peut le maintenir. Voilà, donc c'est vraiment un stage où les exercices sont étudiés pour être progressifs et structurés. Si vous voulez, je peux vous expliquer en détail ce que comporte chacun des modules, puisqu'il y a 4 modules. Alors oui, bien sûr, vous pouvez nous dire un petit peu, voilà, pour que chacun ait en tête. Alors bien sûr, vous ferez bien comme vous voulez. L'idée, c'était vraiment d'avoir cette méthode Silva comme un point de référence, expliquer un petit peu ce que c'est. Si vous en avez l'élan, ben, c'est parfait. Et mais voilà, l'idée d'avoir un peu ce qu'est mieux apprendre sur ce principe-là et les différentes actions sur lesquelles on peut agir. Donc oui, volontiers pour en savoir un peu plus à l'intérieur des 4 modules. Ouais. Et après, il y a la méditation, j'ai hâte. Et oui, et ben, vous verrez que, en fait, toutes les techniques viennent répondre à une question: comment est-ce que je peux vivre mieux? Comment est-ce que les choses peuvent être plus faciles, plus agréables? Voilà, comment je peux faire pour que ma vie soit plus agréable, ma vie, la vie des autres? Voilà, c'est une technique pour soi-même, c'est une méthode pour soi-même et aussi pour aider les autres. Donc, en fait, le premier module, c'est la maîtrise de la pensée. D'abord, on apprend à maîtriser sa pensée dans des choses qu'on fait tous les jours. Donc, il y a une technique, c'est la technique du contrôle du sommeil pour des personnes qui ont du mal à s'endormir naturellement. Et soi-disant qu'en France, on est les premiers consommateurs de somnifères. Donc, comment Absolument. Je fais? Il y a tout un protocole où je vais en fait rééduquer mon cerveau pour qu'il s'endorme. C'est pas mon cerveau qui fait n'importe quoi, c'est moi. Quand je le décide, je vais pouvoir m'endormir. N'importe quand, n'importe où. On peut s'endormir quand on en a besoin dans l'avion parce qu'on voyage, ou dans le train, en voiture, ou même quand on est à l'hôtel. Ou voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont réglé des problèmes de sommeil avec cette technique. Ensuite, des choses de la vie quotidienne, on se réveille tous les jours. Et là, c'est une technique pour se réveiller sans sonnerie, parce que la sonnerie, c'est le premier stress de la journée. C'est en lien aussi avec les fréquences cérébrales. Si vous êtes au niveau delta dans un sommeil profond et que tout d'un coup vous entendez la sonnerie du réveil, ça vient vous projeter en bêta. C'est pour ça qu'on dit j'ai besoin d'émerger. Il y a certaines personnes, il faut pas leur parler avant qu'elles se soient douchées, qu'elles aient pris leur café, etc. Voilà, ça c'est en lien avec les fréquences cérébrales. Donc dans cette technique, on
ce programme, en fait. Et on dit, voilà, je vais me réveiller, par exemple, à 7h10. Et puis, au départ, c'est approximatif. Et plus on s'entraîne, et plus on peut se réveiller à la minute près. Et là, on se dit, waouh, en fait, c'est génial. J'ai un cerveau qui est génial. Et là, on prend confiance. On se dit, mais j'arrive à me réveiller pile à l'heure que j'ai souhaité. Ben, je peux faire quelque chose comme ça. Et ça ouvre sur tout un potentiel. Je peux faire des choses encore plus grandes. Voilà. Ensuite, oui, il y a la technique de stimulus d'énergie quand je me sens un peu fatiguée, parce que vous savez qu'on a des biorhythmes, donc il y a des moments où je pète la forme et d'autres moments après le repas vers 14h, j'irais bien faire une sieste. Mais évidemment, c'est pas toujours possible dans notre vie de tous les jours. Donc là, c'est une technique où en 3 minutes, on va avoir beaucoup d'énergie pour faire ce qu'on a à faire, pour terminer le travail qu'on a à faire et pour être motivé, parce que souvent, quand on est fatigué, on n'est pas vraiment motivé. Voilà, donc là, c'est nos ressources naturelles, en fait, qu'on va aller chercher. La technique pour les rêves, c'est dans la méthode Silva, on n'analyse pas nos rêves. Parce que souvent, les rêves arrivent par des symboles. Et alors, on se pose des questions, qu'est-ce que ça veut dire, ce symbole, etc. Là, c'est pas du tout ça qu'on fait. On fait pas de l'interprétation de rêve. On va d'abord s'entraîner. Il y a plusieurs étapes dans cette technique. On s'entraîne pour se souvenir clairement de nos rêves. Et une fois que ça, c'est acquis, on va pouvoir demander une réponse dans notre rêve, une réponse à une question ou un problème. Il y a par exemple une dame qui elle paniquait dans l'eau, en fait, dès qu'elle n'avait pas plus pied, elle paniquait, elle ne pouvait pas aller nager là où elle n'avait pas pied, donc elle restait tout le temps à la mer, elle faisait attention, là c'est bon, j'ai pied, ou à la piscine, tout ça. Et donc, comme au bout d'un moment elle était assez incommodée par ce problème, eh ben, elle a fait cette technique-là. Et le rêve qui lui est apparu, c'est quelque chose de très clair, où elle a rêvé d'une petite fille de 3-4 ans qui tombait dans un lac et qui ne touchait plus le fond, qui ne touchait pas le fond et qui était en train de se noyer. Et elle a rêvé que quelqu'un l'a repêchée. Et en fait, ça lui a apporté l'information comme quoi c'est à elle que c'est arrivé, en fait. Quand elle a interrogé ses parents, et c'est sa mère qui lui a dit, ben oui, c'est vrai que ça nous a jamais traversé l'esprit de parler de ça, mais quand tu étais petite, oui, tu as failli te noyer. Après, c'était pas non plus, voilà, on n'a pas appelé les pompiers ou quoi que ce soit. Mais ça, c'était resté en elle. Et elle a pu ensuite travailler là-dessus. Ça nous donne une information pour après pouvoir travailler sur, par exemple, un miroir de l'esprit. Et pour dépasser cette peur. Voilà. L'information, elle était dans l'inconscient quelque part. Donc, en fait, le rêve a fait remonter une information qui était là, mais pas exactement. Pas consciente, en fait. Les rêves sont une porte vers notre inconscient de toute façon. Donc oui, on va aller chercher la bonne information qui vient nous aider. Voilà, ça c'est le rêve. Et ensuite, la dernière technique de ce module, c'est comment faire disparaître les maux de tête dus à du stress. Alors la science nous dit que 90% des maux de tête sont dus à du stress. Donc ça veut dire qu'il y a 10% qui sont dus peut-être à des maladies ou à des choses plus organiques. Dans ces cas-là, il faut consulter son médecin, bien sûr. Mais si 90% des maux de tête sont dus à du stress, ça veut dire que déjà, en pratiquant la relaxation profonde, la méditation, on va être moins stressé, on va moins provoquer des maux de tête. Mais en plus, quand ça arrive, on a une technique où, pareil, en 3-4 minutes, on va faire baisser la pression, la tension et se débarrasser des maux de tête, jusqu'à ce que le corps va se déshabituer de provoquer ces maux de tête, ou parfois c'est des maux de ventre. Chez les enfants, c'est beaucoup oh, je suis un peu stressée, j'ai un peu peur le matin d'aller à l'école ou quoi, ils vont avoir mal au ventre. Voilà. C'est des manifestations dues au stress. Voilà. Oui. C'est le premier module. Les enfants, donc ça c'est intéressant aussi. Ah oui, les enfants, oui. Oui, ça fonctionne super bien avec les enfants parce que les enfants sont encore en prédominance alpha, ils ont encore toute leur imagination. Alors souvent, c'est nous-mêmes entendu dire « Oh, mais tu débordes d'imagination, tu as trop d'imagination, etc. » Mais justement, c'est génial l'imagination parce que c'est quoi en fait? L'imagination, c'est la créativité, c'est ça. Et on a besoin de créativité pour se sortir de problèmes. Donc l'imagination, c'est chouette, c'est super. Et dans les stages adultes, nous, les adultes qui viennent, eh ben, ils sont là à vouloir récupérer leur imagination d'enfant. Voilà. Génial. Voilà. Donc, dès le premier soir, j'encourage toutes les personnes qui viennent au stage et je leur dis, voilà, ce soir, pas de réveil, pas de sonnerie. Vous vous programmez pour vous réveiller à l'heure où vous aurez besoin. Vous verrez, demain, tout le monde sera à l'heure au stage. Et en effet, le lendemain, tout le monde est à l'heure. Un jour. Bien sûr, oui, bien sûr. Ça dépend des personnes, ça dépend des techniques. Donc, il y a certaines personnes qui ça marche tout de suite et d'autres, il va falloir s'entraîner un peu plus. Mais ça, c'est pour tout le monde pareil, quoi. Ouais. Mais c'est possible en aussi rapidement. Donc, vraiment, c'est quelque chose à switcher
dans le cerveau, quoi, mais ça peut la technique du sommeil, il y a des personnes qui viennent et qui sont insomniaques depuis 10, 15 ans, ça va peut-être pas fonctionner le premier jour, mais c'est avec l'entraînement qu'on va comme rééduquer en fait son cerveau et peut-être au bout de 7 ou 10 jours, ça y est, ça va de mieux en mieux. Voilà. Très bien, formidable. Ce premier module, génial en tout cas. Je veux bien que tu nous parles des 3 autres. Oui, alors le deuxième module, c'est ce qu'on appelle l'amélioration de sa vie et le développement personnel. Donc le premier exercice, la première technique qu'on apprend, c'est une technique sur la mémoire. Comment faire pour développer sa mémoire? Et donc là, il s'agit de l'imagination à 100% en fait. On apprend aux personnes comment gérer leurs images mentales pour pouvoir marquer leur esprit, faire les bonnes connexions neuronales pour que l'information reste et pour qu'on puisse accéder à ces informations facilement. Voilà, donc c'est une technique où pendant le stage, c'est une des rares choses que je peux montrer. Les personnes pendant le stage me donnent une liste de 20 objets à mémoriser. On les écrit au tableau. Et puis ensuite, je me mets au dos au tableau et puis je leur dis les 20 objets dans l'ordre, dans le désordre. Et en général, ils sont bluffés. Et je leur dis, mais j'ai pas de don particulier, c'est juste une technique. Je me suis entraînée et vous aussi, vous êtes capable de le faire. Voilà. Du coup, c'est une mémoire qui va rester ou non après qui est sur l'instant et tout dépend de l'utilité. Tout dépend de l'utilité qu'on a. Par exemple, c'est pour retenir ma liste de courses parce que franchement, prendre un petit bout de papier et m'écrire les trucs, je vais au magasin, j'ai oublié ma liste à la maison. Donc déjà, ça me fait travailler ma tête, ma mémoire. Et puis en plus, pendant que je fais cet exercice, c'est assez ludique en fait. Ce qui est chouette en méthode Silva, c'est qu'on est dans notre propre monde intérieur, le monde de notre pensée, et on se fait plaisir. Donc je passe un bon moment, je fais travailler ma tête, et si j'ai plus besoin de la liste de courses, évidemment, j'ai fait mes courses, c'est fini, ça va effacer, je vais oublier. Par contre, si c'est pour apprendre un cours ou parce que je passe un concours ou c'est des informations que j'ai besoin de retenir, alors là, je vais les retenir. Je vais pouvoir les retenir. Oui. Quand on voit l'importance de stimuler les connexions neuronales, de créer de plus en plus de stimuli, voilà, là aussi, c'est vrai que ça peut être un bon exercice au quotidien. Voilà, la liste de courses, c'est quelque chose de très fort. Et là, on est dans le quotidien pur, mais voilà, ça peut déjà être une porte d'entrée. La charge mentale aussi. La charge mentale, c'est-à-dire j'ai besoin d'aller à la poste et puis après j'ai des chèques à déposer à la banque, j'ai besoin d'appeler telle personne, etc. Au lieu de se marquer tout ça sur le smartphone, eh bien, on se fait sa liste de tout ce qu'on a à faire dans la tête aussi. Voilà. Très bien. La mémoire, ça se travaille, quoi. Absolument. Voilà. Ensuite, la deuxième technique, c'est une technique de concentration et aussi de mémorisation. C'est la technique qu'on appelle la technique des 3 doigts. En fait, c'est comme un ancrage. On va créer une association entre ces 3 doigts et le fait de se concentrer sur un sujet en particulier. Ces 3 doigts nous permettent en fait d'accéder à toutes nos ressources comme si on était en alpha, mais en gardant les yeux ouverts. Ça veut dire que à un moment donné, si dans la journée, j'ai vraiment besoin de me concentrer et j'ai pas le temps de me mettre à mon niveau alpha, en gardant les yeux ouverts, en faisant mes 3 doigts, je vais pouvoir être concentrée et dépasser un obstacle. Donc, l'exemple typique des diplômés Silva, dès qu'on aborde ce sujet en stage, ils lèvent tous la main pour donner leurs exemples et c'est super enrichissant puisqu'ils ont fait le stage depuis quelques mois, quelques années, voire même ça fait 30 ans. Il y en a qui viennent après 30 ans. C'est toujours enrichissant en fait d'avoir les anciens qui viennent donner leurs propres exemples aux nouveaux. Et donc, là, le premier exemple qu'ils donnent, c'est « Ah, moi je fais les 3 doigts pour trouver une place de parking en ville. » Voilà. Donc, d'accord. Oui, c'était inattendu comme réponse, là, Cynthia, je vous cacherai pas que… Oui, c'est assez inattendu. Alors, d'une part, c'est un besoin que j'ai là sur le moment et c'est un moyen d'être concentré sur est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de partir, peut-être je vais être attentive, il y a un clignotant qui va se mettre et hop, je vais pouvoir prendre la place. Mais c'est aussi un moyen, en fait, de se connecter à ce qui se passe autour de nous et de se connecter à l'invisible quelque part. Alors évidemment, en faisant les 3 doigts, je ne fais pas disparaître une voiture sur le moment. Il n'y a pas une voiture qui va, partir comme ça. Mais je me mets en phase avec les autres personnes, les événements. Et peut-être qu'à ce moment-là, en faisant les 3 doigts et en demandant cette place, eh bien, je vais permettre à une personne de se dire « Ah mince, quelle heure il est, vite, je dois partir, aller à mon rendez-vous. » Vous voyez, on se met en phase avec
événements. Un autre exemple des 3 doigts, ça va être j'ai posé mes lunettes quelque part et puis je n'arrive pas à trouver mes lunettes. Donc, comme j'y vois rien, en plus, c'est pas facile pour moi de trouver les lunettes, je vais faire les 3 doigts et je vais me diriger tout naturellement vers là où j'ai posé mes lunettes. Mes clés de voiture, voilà, c'est tout. On se met en phase. C'est lié quelque part à une forme d'intuition quand même là aussi. Oui, une forme d'intuition, mais pas que. Un autre exemple où on se met en phase avec d'autres personnes. Un jour, une de mes filles, je l'amène au judo un samedi matin et j'avais un problème de clé de voiture, pas de clé de voiture. Donc on commence à partir à pied, mais à pied il faut au moins une demi-heure pour y arriver. Et puis on est parti juste à l'heure, genre 5 minutes avant, puisqu'en voiture c'est juste quelques minutes. Donc on part à pied, puis je fais mes 3 doigts. En ayant cette intention qu'il y ait une solution qui arrive, parce que là je suis bien embêtée en fait. Et à un moment donné, on marche, on est sur le trottoir, et puis je me retourne, et puis j'arrête une voiture. Il y avait une dame qui conduisait avec son fils à côté, et je lui dis, excusez-moi madame, est-ce que à tout hasard vous iriez vers la piscine? C'est là où il y a le dojo, ma fille faisait du judo. Et la dame me dit, montez, je me suis trompée de chemin, d'habitude je passe pas par là pour déposer mon fils, mais aujourd'hui je vais passer par là, montez, je vous dépose. Formidable. Donc, absolument. C'est toujours étonnant comment ça arrive en fait. Et même si on pratique la méthode depuis des dizaines d'années, cette méthode des 3 doigts nous permet de nous connecter à nous-mêmes, nous connecter aux autres, aux événements. Elle nous permet aussi donc de retenir plus facilement, de se concentrer. Et ça peut nous servir dans les études par exemple. J'ai un cours à étudier, je vais faire mes 3 doigts pour être bien concentrée, pour bien comprendre ce que je lis, pour mémoriser ce que je lis. Donc, dans ce que je lis déjà, dans ce que j'entends, quand je vais écouter un cours, une conférence, je peux utiliser mes 3 doigts pour bien comprendre et pour bien mémoriser. Et une troisième application, c'est quand je passe un examen, en fait, pour déjà faire retomber le stress, puisque en faisant les 3 doigts, je vais me calmer, me concentrer, et puis accéder aussi à toutes les informations que j'ai à l'intérieur de moi-même pour être, pour pouvoir réussir au mieux cet examen ou ce concours. C'est un peu une technique d'ancrage comme on peut avoir en PNL. C'est un peu ça quand on fait un signe. Alors, c'est pas forcément les 3 doigts, ça peut être, peu importe le signe qu'on fait, mais c'est un peu ça. Et j'ai bien compris que du coup, ça en découle. Mais c'est un peu, ça peut s'apparenter. Alors, la PNL, l'ancrage, c'est plus sur la concentration. Je crois pas je suis pas une spécialiste de l'outil, mais je crois pas que ça joue sur le fait d'entrer un peu en résonance avec quelque chose de souhaité ou de voulu. Donc, c'est intéressant. Non. C'est vrai qu'au départ, José Silva, il a créé ça pour les études, pour mémoriser, pour se concentrer. Parce que quand on est en alpha et qu'on a les yeux fermés, nos fréquences cérébrales sont plus basses, on est naturellement plus calme, plus concentré. Mais dans la journée, on ne peut pas fermer les yeux à tout moment. Donc, ces 3 doigts-là, ça aide à nous calmer, à nous concentrer. Et soi-disant qu'un jour, à un de ces stages, il donnait un stage et un participant, un ancien s'approche de José Silva et lui dit « Waouh, c'est génial cette technique pour les places de parking ». Et José Silva, quoi? Les places de parking. Donc, c'est un peu comme si ça avait été détourné, en fait. Mais il y a tellement d'applications, il y a des centaines d'applications de cette méthode, en fait. D'accord. Voilà, ça, c'est la technique des 3 doigts. Génial. Bon, parfait. Alors, dans l'autre module, qu'est-ce qu'on alors les 3 doigts déjà formidable. Les autres mots on va trouver aussi le miroir de l'esprit, la technique de visualisation créatrice dont on parlait tout à l'heure pour se sortir de n'importe quel problème et pour aller justement vers un projet. Puis on va trouver la technique du gant anesthésique. On va développer en fait dans une des mains une sensation différente de la normale qui, quand on va appliquer la main, va pouvoir faire disparaître une douleur physiologique. C'est la technique que j'avais découverte en Angleterre. Voilà, ouais, tout à fait. Donc attention, ça fait disparaître la douleur, mais il faut toujours s'intéresser à la cause de la douleur. Si par exemple j'ai très mal aux dents, je vais pouvoir mettre ma main et me soulager, mais je vais quand même aller chez le dentiste parce qu'il y a sûrement quelque chose qui ne va pas, d'accord? Donc on va quand même régler la cause de la douleur, évidemment. Ensuite, il y a une technique qui permet d'activer son intuition. C'est la technique du verre d'eau. Donc ça, c'est vraiment très rapide. Quand on hésite entre 2 choix, on a un choix à faire et puis on ne sait pas quoi faire, on réfléchit avec notre côté rationnel, le pour, le contre, on se fait une liste de pour, de contre, etc. Ça nous prend du temps, de l'énergie, on ne sait pas quoi choisir, on demande à tout le monde qu'est-ce que tu ferais à ma place. Là, en fait, avec le verre d'eau,
en 24 heures, on a la réponse, la bonne réponse pour soi, en fait. On active notre intuition et on va avoir un signe de l'extérieur ou de l'intérieur de nous-mêmes qui va nous dire ça, c'est la bonne réponse pour toi. Quelque part, on sait, mais on ne se fait pas confiance. Et là, ça vient confirmer ce qu'on sait déjà. Voilà, c'est un protocole pour activer son intuition. C'est super. Qui passe à travers un verre d'eau. Qui passe à travers de l'eau. Je mets mon intention dans l'eau. Ouais, tout à fait. D'accord. Bon, très bien, très bien. Je pensais pas que ça allait jusque-là, la méthode Sylva, mais... Ça va encore au-delà, Mathilde, bien au-delà. Juste pour finir sur le deuxième module, on termine ce module. C'est bien de voir justement toutes les différentes approches. Je pense que voilà, pour l'idée, c'était quand même de faire découvrir la méthode Sylva. Donc là, c'est bien de détailler vraiment les différentes possibilités en fait qu'elle permet, qu'elle propose. Oui, oui. Et vous avez abordé ce sujet tout à l'heure, c'est le contrôle des habitudes indésirables. Donc, si j'ai une habitude dont je veux me défaire, eh bien, là, on travaille aussi avec le miroir de l'esprit, mais on donne davantage d'outils en fait parce qu'une habitude, elle est ancrée, c'est un comportement qui est devenu automatique, donc c'est pas facile de se défaire d'une habitude, c'est pas facile avec sa volonté. Mais avec son imagination, c'est beaucoup plus facile. Donc, tout genre d'habitude. L'habitude de grignoter, de fumer, des habitudes comportementales, d'être toujours en retard, d'être désordonné, de remettre toujours au lendemain, etc. Voilà, on peut changer toutes les habitudes qu'on veut changer. Et ça, c'est la fin du deuxième module. Le troisième module, c'est complètement différent, le troisième module. C'est ce qui s'appelle l'éducation subjective. Et là, on apprend en fait à rééquilibrer nos deux hémisphères cérébraux. L'hémisphère gauche, il est rationnel, logique, on est très habitué à le faire travailler dans tous nos apprentissages à l'école. Et par contre, l'hémisphère droit, c'est l'hémisphère de l'imagination, de la créativité, de l'intuition. Et là, on n'a pas trop travaillé cet hémisphère-là à l'école. Donc, on va faire beaucoup d'exercices dans le stage où on va travailler notre imagination, notre visualisation, pour finalement pouvoir obtenir des informations qui vont nous permettre de résoudre des problèmes. José Silva était très pragmatique. Et pour lui, le but de tout ce qu'on fait, en fait, c'est pour résoudre des problèmes, pour se rendre la vie plus facile. Donc, dans ce troisième module, notamment, on a un outil pour mieux communiquer avec nous-mêmes ou avec les autres, avec tout ce qui nous entoure. Cet outil, c'est l'outil du laboratoire. On se crée un laboratoire mental où on va avoir plein d'outils imaginaires qui vont nous aider en fait à fonctionner avec notre pensée. Voilà. Oui, je sais que c'était le côté peut-être le côté pas être allé à l'école, donc peut-être moins formaté comme on peut l'être au travers de l'école. Du coup, c'était dans et à quoi ça sert dans le quotidien. Ne pas faire des choses pour faire les choses, donc vraiment qu'il y ait du résultat derrière. Et donc, je sais que ça, c'est très propre à cette méthode-là. C'est vrai que dans ce module-là, on fait des choses très surprenantes. On rentre en relation avec la matière, avec les végétaux, avec les animaux. On peut passer des messages par la pensée à une autre personne. Voilà, on peut faire une proposition à une autre personne dans son intérêt et dans notre intérêt. En méthode Sylva, c'est toujours du gagnant-gagnant en fait. Ce qu'on propose, il faut que ça puisse convenir aux deux personnes en fait. Donc des exemples de ça, j'en ai eu un la semaine dernière justement, puisqu'on a fait une réunion de diplômés et la semaine dernière, il y a une diplômée qui me dit moi j'ai fait la communication subjective. C'est comme ça que ça s'appelle en fait, quand on fait une proposition par la pensée. Elle avait besoin d'un rendez-vous chez un neuropsychiatre pour son enfant et on lui a annoncé 18 mois d'attente. 18 mois d'attente pour un rendez-vous chez ce spécialiste. Elle a appelé plusieurs fois le secrétariat et elle a eu 4 refus. Du coup, elle a passé un message, elle a dit, si jamais il y a une possibilité de recevoir mon enfant, s'il y a un désistement, s'il y a, dans l'agenda, s'il y a une possibilité, j'aimerais bien être contactée. Le lendemain, elle a été contactée par le secrétariat parce que 3 jours plus tard, il y a eu un désistement. Voilà. Donc, c'est quand même... C'est stupéfiant. C'est stupéfiant, mais c'est des témoignages comme ça, on en a régulièrement, quoi. D'accord. Donc, le troisième... Formidable. Là, on ne peut qu'être subjugué sur la force de l'outil. Oui. Donc, le troisième module, c'est vraiment ça, c'est pouvoir travailler sur
son intuition, sur sa clairvoyance, obtenir des résultats, obtenir des informations en fait d'une autre façon que de façon rationnelle et logique. Hein, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Et on a tous de l'intuition, on a tous pu expérimenter à un moment donné. Tiens, je pense à une amie et hop, elle m'envoie un message. Donc ça, c'est parce qu'on est interconnectés. Voilà, ça se voit pas, c'est de l'ordre de l'invisible, mais comme tout est onde, tout est vibration, on est tous interconnectés en fait. Voilà. Oui, absolument. Mais du coup, c'est sans forcément le vouloir que ça arrive. Donc là, ça permet de mieux maîtriser, en fait. Exactement. Et justement, ce que vous dites, je vais rebondir sur le 4e module, parce que le 4e module, c'est la mise en pratique, en fait, de ces outils-là. On a appris à utiliser son intuition et on va mettre en pratique en travaillant en fait en binôme. Le dernier exercice du stage, les personnes se mettent 2 par 2. Il y a une personne qui va présenter un problème et l'autre personne va se mettre à son niveau alpha et va devoir deviner quel est le problème. Voilà. Et tout le monde réussit cet exercice. Donc, c'est bluffant. Les personnes sont bluffées et se disent, mais juste en quelques jours de stage, en 4 jours, j'arrive à deviner, j'arrive à activer mon intuition. C'est vraiment extraordinaire, en fait. Et ce qui est chouette, c'est que là, on a un feedback immédiat. Parce que des fois, l'intuition, on a une information, mais on ne sait pas, en fait, si c'est notre imagination, notre intuition. Et dans un exercice comme ça, on a un feedback tout de suite après en nous disant, oui, tu as capté ça et ça. Ouais, ça, c'est juste. Là, c'est pas trop juste, mais en fait, plus on s'entraîne et plus on va être exact. Mais on capte forcément quelque chose. Tout le monde y arrive, 60%, 70%, on capte toujours des informations exactes. Voilà pour le contenu. Et donc, à la fin du stage, on a comme une boîte à outils de techniques dont on peut se servir. Et c'est pas que des techniques, finalement. C'est aussi un état d'esprit où on peut c'est un état d'esprit qu'on va développer où on n'est pas victime de ce qui nous arrive. On se dit, malgré les problèmes que j'ai, malgré ce qui m'arrive, je peux agir dessus, en fait. Je sais que moi, je peux faire quelque chose, en fait, et pas rester dans ce problème. Voilà. Donc, c'est un état d'esprit. Oui, il le disait, je crois que l'un de ses livres, celui qui est, voilà, enfin, il y en a plusieurs, j'imagine, mais moi, celui que je connais, qui est connu, c'est vraiment reprendre le contrôle de son esprit. Et donc, c'est arriver à mieux contrôler précisément ses pensées, sa manière dont fonctionne son cerveau, son esprit, ses pensées. Enfin, voilà, on y met le vocabulaire qu'on veut derrière, mais en tout cas, c'était bien que vous nous redétailliez tout le potentiel. Donc moi, j'en ai découvert encore de nouveau. Je ne savais pas que la méthode Sylva est jusque-là et j'imagine encore plus loin. Donc formidable. Je pense qu'on je n'ai pas développé ça, mais en fait, et on le fait dans le 4e module, on apprend à visualiser pour sa propre santé, à utiliser des outils imaginaires pour s'aider soi-même à guérir. Donc, en aucun cas, la méthode Sylva dit aux gens, arrêtez votre traitement, arrêtez d'aller voir le docteur. Bien au contraire, on dit aux personnes, vous êtes malade, allez voir votre médecin, faites tout ce qui est possible. Prenez les traitements, prenez les cachets, etc. Et en plus, visualisez pour votre propre santé, parce qu'en visualisant, vous êtes déjà acteur de votre guérison et vous allez amplifier les effets bénéfiques des médicaments. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a fait. Absolument. Et donc là, nos auditeurs fidèles, s'ils sont là depuis bientôt 8 mois, je pense maintenant, on a un auteur qui s'appelle Julie Morin, qui a développé une application de méditation qui s'appelle Envol, que vous avez peut-être vu si vous nous écoutez depuis quelques mois. Et elle nous en avait parlé. Alors, je ne crois pas que dans le dossier, elle avait verbalisé la méthode Sylva, mais en tout cas, elle utilise cette méthode-là et elle nous avait partagé son parcours en fauteuil roulant suite à avec des effets secondaires, d'un antibiotique, voilà, qui n'avait pas été bien assimilé par son corps. Et la méthode Sylva a été l'impulsion qui a fait que elle a pu remarcher. Donc, elle a utilisé plein de techniques, mais la méthode Sylva était le socle, en fait. Mais justement, par rapport à la santé, on l'évoquait tout à l'heure au tout début, on parlait du docteur Carl Simonton. Lui, c'était un cancérologue dans les années 70, il débutait sa carrière et il avait remarqué que certains patients à qui on disait vous avez plus que 2 mois à vivre ou 6 mois à vivre, ils acceptaient pas ce qu'on leur disait parce qu'ils avaient des buts, des projets
ils pouvaient pas mourir là au bout de 2 mois et ils prolongeaient leur vie. Donc, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y en a certains qui décèdent, d'autres qui voilà. Et il a cherché, il est tombé sur le stage de la méthode Silva. Et ce qu'il a pris de ce stage, c'est la relaxation profonde, la visualisation créatrice. Et il a créé ensuite sa propre méthode. Et aujourd'hui, il y a des centres Simonton qui existent dans le monde et qui accueillent des patients qui souffrent d'un cancer et qui leur apprend tout ça, en fait. Non seulement ils ont des traitements médicaux, mais en plus, ils utilisent la relaxation profonde et la visualisation créatrice. Et il y a beaucoup de patients qui, en se concentrant sur les effets bénéfiques de la radiothérapie ou de la chimiothérapie, vont complètement se passer des effets indésirables, en fait, des effets secondaires. Voilà. Parce qu'on se concentre sur le positif, on prend le positif. Donc, évidemment, voilà, comme on vient vraiment de le répéter plusieurs fois, il ne s'agit pas d'arrêter son traitement et ses médicaments, pas du tout. C'est du complément, mais ça potentialise en fait les effets des traitements pour accompagner la guérison et l'accélérer potentiellement. Donc, oui, donc là, pour le coup, voilà, nous connaissons tous. Et si vous n'avez pas vu le dossier de Julie Morin, je vous invite vraiment à aller le re-regarder parce que c'est une technique qu'elle utilise. Donc, ça va dans le sens de ce que vous nous partagez aujourd'hui. Et donc, voilà, qui était venue sur Vivo Vojo. Merci beaucoup, Cynthia. C'était passionnant d'avoir vraiment, du coup, voir comment, avec le schéma qui était extrêmement parlant, de voir comment est-ce que le cerveau se met, dans quelle fréquence-là pour mieux apprendre, et puis avoir, voilà, vraiment un panel large, le plus complet que vous avez pu nous partager sur les points d'action. L'idée vraiment avec ce dossier, c'était vous présenter la méthode Silva que à la fin de ce dossier, vous vous disiez, ok, méthode Silva, je sais ce que c'est, je sais en quoi ça consiste, je sais où je peux agir, sur quel levier d'action j'ai avec ces outils. Et après, voilà, j'ai l'élan de poursuivre avec effectivement voilà les stages qui sont proposés. Et dans tous les cas, il y a cette matinée de découverte qui est proposée de manière gratuite. Renseignez-vous auprès des centres. Il y a des instructeurs un peu partout en France. Donc, voilà, mais ça vaut la peine en tout cas de venir pousser un peu plus et s'y intéresser. Voilà, donc pourquoi pas participer à cette matinée. D'accord, merci. Ou si vous avez des questions, quoi que ce soit. Avec plaisir, Cynthia. C'était une joie de partager ce moment avec vous. Et puis, on aura grand plaisir de vous retrouver si, voilà, vous voulez aller un peu plus loin. Peut-être si vous avez des interrogations au fil de ce dossier, n'hésitez pas. On aura grande joie de vous retrouver. Merci beaucoup, Cynthia. À vous répondre aux questions. Merci à vous. À bientôt. Merci de m'avoir reçu. Et puis, à bientôt. Au plaisir, à bientôt. Ciao, ciao.